Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet important pour le confort chez soi et, disons-le, pour le portefeuille aussi. Comment on choisit le bon radiateur électrique? On a justement un guide pour décortiquer tout ça. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment d'aller au-delà de juste l'apparence, du design, pour comprendre ce qui compte vraiment. Je pense à la puissance, la technologie de chauffe aussi, et puis toutes ces nouvelles fonctionnalités, notamment la connectivité. On va essayer de clarifier un peu tout ça pour faire un choix éclairé. Parfait. Alors commençons par ça, la puissance. C'est le premier truc, j'imagine. Faut pas se planter là-dessus, ni trop peu, ni trop. On parle souvent de watts par mètre carré, c'est ça la règle? C'est ça, c'est une base, disons. La règle un peu générale, c'est 100 watts par mètre carré, pour un logement qu'on qualifierait de moyennement isolé. Bon, exemple simple, une chambre de 15 mètres carrés, hop, ça fait 1500 watts en théorie. En théorie, parce que j'imagine que l'isolation, ça change tout. Ah bah oui, complètement. Si le logement est vraiment bien isolé, genre norme RT 2005 ou mieux encore RT 2012, on peut descendre. On sera plutôt autour de 60, voire 80 watts par mètre carré. C'est déjà une sacrée différence. D'accord. Et à l'inverse, pour une maison un peu ancienne, une passoire thermique, comme on dit. Alors là oui, il faut viser plus haut. Clairement, au moins 120, peut-être même 130 watts par mètre carré pour compenser les pertes de chaleur. L'isolation, c'est vraiment le point de départ essentiel. Mhm. Et d'ailleurs, petit détail, mais qui a son importance, et si on a une grande hauteur sous plafond, plus de 2,50 m, disons, le calcul en watts par mètre cube devient plus pertinent. Ah oui. Oui, on compte environ 40 watts par mètre cube pour une isolation moyenne. Ça permet d'éviter de sous-dimensionner et d'avoir une chaleur qui monte sans chauffer en bas. Et parfois, il vaut mieux mettre 2 radiateurs plus petits qu'un seul très gros. Pour mieux répartir, quoi. Logique pour l'homogénéité. Bon, une fois qu'on a la puissance, il faut choisir la technologie. Alors là, il y a plusieurs écoles. On commence par le plus basique, le convecteur. Le fameux grille-pain. Oui, le grille-pain, c'est un peu ça. Il chauffe vite, c'est vrai, et il n'est pas cher à l'achat. Mais bon, le confort, c'est pas l'idéal. Ça a tendance à assécher l'air, la chaleur est pas très homogène, on a souvent chaud à la tête et froid aux pieds. On connaît ça, hein? Et le panneau rayonnant, alors? C'est mieux? C'est déjà un cran au-dessus, oui. Il diffuse la chaleur par rayonnement, un peu comme le soleil. C'est une sensation plus directe, plus agréable quand on est face à l'appareil. Moins d'air brassé aussi. D'accord. Mais le top du top, si on cherche vraiment le confort, c'est l'inertie, c'est ça? Inertie sèche, inertie fluide, on entend beaucoup parler de ça. Absolument. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour le confort thermique. Le principe de l'inertie, c'est que le radiateur stocke la chaleur dans un matériau, soit un solide, comme la céramique, la fonte, la pierre volcanique pour l'inertie sèche, soit un liquide caloporteur pour l'inertie fluide. Et donc? Et donc, il continue de diffuser cette chaleur doucement, de manière très homogène, même quand il ne consomme plus d'électricité activement. Ça met un peu plus longtemps à monter en température au tout début. Faut être un peu patient. Voilà, mais une fois lancée, la chaleur est vraiment enveloppante, stable, pas de sensation d'air sec. Beaucoup comparent l'inertie fluide au confort du chauffage central, et c'est assez juste. C'est idéal pour les pièces de vie, le salon, la chambre, là où on passe du temps. Donc on privilégie le confort sur la durée plutôt que la chauffe immédiate. Et il y a aussi le radiateur à accumulation, non? On en parle moins, j'ai l'impression. Oui, c'est un peu différent. Il est conçu pour accumuler la chaleur pendant les heures creuses, quand l'électricité est moins chère, et la restituer le reste du temps. Donc potentiellement très économique si on a le bon contrat EDF. Mais Il il y a plusieurs, mais ils sont très lourds, très volumineux. Et surtout, on a peu de contrôle sur la diffusion de chaleur. Une fois qu'il est chargé, il chauffe. C'est moins souple que l'inertie classique. C'est vraiment un cas d'usage assez spécifique aujourd'hui. D'accord, je vois. Bon, et au-delà de la technologie de chauffe, l'esthétique a évolué aussi, non? On n'est plus obligé d'avoir le gros bloc blanc moche. Ah non, heureusement, les fabricants ont fait d'énormes progrès là-dessus. On trouve des designs super variés. Des radiateurs verticaux, très élégants pour gagner de la place, des modèles extra plats, des finitions en verre, en miroir, plein de couleurs. Ils peuvent vraiment devenir un élément de déco, hein. C'est une bonne nouvelle. Mais la vraie révolution récente, c'est surtout la connectivité. Voilà, on y arrive, hein. Le pilotage depuis le smartphone, la programmation hyper fine. Est-ce que c'est pas un peu, Yaeli, gadget tout ça? Ou ça apporte un vrai plus?
Non, franchement, c'est loin d'être un gadget si on pense optimisation et économie. Ces fonctions qu'on appelle intelligentes, elles permettent une gestion beaucoup plus fine du chauffage. Par exemple. Par exemple, la détection de fenêtres ouvertes. Le radiateur se coupe automatiquement si on aère la pièce. Fini de chauffer pour les oiseaux, quoi. C'est une économie directe et logique. Oui, ça paraît évident dit comme ça. Ou la détection de présence. Le radiateur peut baisser la consigne de température si personne n'est dans la pièce, pendant un certain temps, et remonter quand on revient. On ne chauffe plus inutilement des pièces vides. Pouvoir programmer très finement, heure par heure, jour par jour, via une application, c'est aussi un confort et une source d'économie. J'imagine. Ah oui, énormément. Ça rend les choses très concrètes. On voit l'impact de nos réglages, de nos habitudes. On ne subit plus sa facture, on la comprend et on peut agir dessus. C'est vraiment passer d'une gestion passive à un pilotage actif de son confort et de ses dépenses énergétiques. D'accord. Donc, si on essaie de résumer, pour faire le bon choix, premièrement, bien calculer la puissance en tenant vraiment compte de l'isolation de son logement, c'est la base. Exact. Deuxièmement, pour le confort, surtout dans les pièces où on vit, privilégier un radiateur à inertie, sèche ou fluide. C'est ça, pour une chaleur douce et stable. Et troisièmement, ne pas négliger les fonctions connectées. C'est pas juste pour faire moderne, ça permet de réelles économies et une meilleure gestion. C'est un investissement au départ, c'est sûr, c'est plus cher qu'un convecteur. Oui, l'investissement initial est plus conséquent, mais il est généralement rentabilisé par le confort accru et surtout par les économies d'énergie réalisées sur la durée. Logique. Et d'ailleurs, tout ça soulève une réflexion intéressante, je trouve, pour aller un peu plus loin. Au-delà des économies qu'on peut calculer, celles permises par l'automatisation, la détection de fenêtres, etc., on peut se demander, est-ce que le simple fait de voir sa consommation, là, en temps réel sur son téléphone, est-ce que ça ne change pas plus profondément et durablement notre comportement, notre rapport global à l'énergie au quotidien ? C'est une excellente question. L'impact psychologique de la donnée visible, en quelque sorte. Voilà. C'est une piste qui dépasse le choix purement technique du matériel, mais qui est, je pense, assez fondamentale dans la transition énergétique qu'on doit tous opérer.